Salut, c'est Aslak, bienvenue dans ma forge. Hey, restez bien jusqu'à la fin, j'ai deux annonces à faire. L'histoire de la fabrique Winchester, ou la Winchester Repeating Arms Company, a commencé grâce à un homme, Monsieur Oliver Fisher Winchester. Né en 1810 à Boston, il devient d'abord fabricant de chemises pour hommes. Puis son affaire fonctionnant plutôt bien et sentant le potentiel filon des armes à feu arriver, il a investi dans la société Volcanic Repeating Arms Company, qui fut fondée en 1852 par deux brillants visionnaires, Monsieur Horace Smith et Monsieur Daniel B. Wesson, qui fonderont plus tard la célèbre compagnie Smith & Wesson. Mais nous parlons de leur parcours dans un futur épisode. Puis en 1857, M. Winchester devient actionnaire majoritaire de la Volcanic Company et en prend la direction. Vers la fin des années 1850, il renomme la société Volcanic en New Haven Arms Company et embauche un armurier, M. Benjamin Taylor Henry. Retenez bien ce nom. Sous la direction d'Oliver Winchester, Benjamin Henry améliore la poudre en rectifiant les mélanges pour permettre une meilleure propulsion des balles. Il utilise des cartouches métalliques pour remplacer les cartouches papier qui sont bien moins fiables, affine les rayures du canon pour augmenter la précision des tirs, puis intègre le cran de sécurité pour éviter les balles perdues. Puis il met au point le chargement par la culasse en intégrant un magasin d'une contenance de 15 cartouches. Suite à toutes ces améliorations, le célèbre fusil Henry voit le jour en 1860, devenant ainsi le premier fusil à répétition sans barillet de l'histoire. Arrive ensuite la guerre de sécession, de 1861 à 1865, stoppant ainsi les innovations pour de la production de masse. Cependant, l'armée ne choisit pas la société d'Oliver pour équiper ses soldats, c'est donc un peu la galère pour la New Haven Arms Company. Mais finalement, la réputation du fusil Henry finit par l'emporter. Pendant les 4 années de guerre, le gouvernement, les soldats et même les particuliers se ruent pour acheter ce fameux fusil à répétition réputé ultra fiable. Ce qui permet à la société, après la guerre, d'accéder au marché de vente aux particuliers, ce qui fera le fonds de commerce de l'entreprise hors temps de guerre. Puis le 22 mai 1866, Oliver renomma la société en Winchester Repeating Arms Company. Et c'est ainsi que l'histoire de cette compagnie légendaire commença. Pendant cette même année, la Winchester modèle 1866 s'est mise au point. Il s'agit de la première arme au nom de Winchester. Elle est surnommée Yellow Boy car sa boîte de culasse est faite en bronze. Le modèle 1866 fut un immense succès, avec 120 à 160 000 exemplaires vendus entre 1866 et 1873. En 1873, justement, un nouveau modèle apparaît, la Winchester modèle 1873. Ouais, ils se prenaient pas trop la tête sur les noms. Ce modèle fut également un immense succès, avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Et le modèle 1873 fut également désigné sous le terme Guns that Won the West, ce qui signifie en gros le flingue qui a gagné l'Ouest. Puis en 1876, la société Winchester connaît une renommée nationale, une entreprise comptant plus de 600 employés pour un chiffre d'affaires de près de 2 millions de dollars. Je rappelle que nous sommes en 1876 et 2 millions de dollars à l'époque équivaut à environ 45 millions de dollars aujourd'hui. En 1880, Oliver Winchester meurt à l'âge de 70 ans. Son fils, William Winchester, hérita donc de la société, mais il mourra à son tour quelques mois plus tard de la tuberculose. C'est donc la femme de William, Sarah, qui reprit les rênes de l'entreprise. Mais étant très perturbée par la mort de sa fille quelques années auparavant et par le décès soudain de son mari, Sarah perd la tête. Le commerce d'armes décuple à cette folie et elle ressentit alors le besoin de construire le fameux manoir Winchester, connu pour être l'un des lieux les plus bizarres et hantés des États-Unis, pour accueillir toutes les âmes des victimes des carabines Winchester. Elle acheta alors une ferme avec les sous de l'entreprise, puis se mit en tête que tant que la maison sera en travaux, les âmes des victimes Winchester continueraient de vivre. C'est ainsi que le manoir Winchester vit le jour petit à petit. Les travaux étaient continus, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et ce pendant 38 ans, jusqu'à la mort de Sarah. Pendant ces 38 ans, elle engouffra une somme faramineuse dans les travaux, causant ainsi la perte de la Winchester Repeating Arms Company. La société a alors beaucoup de mal à remonter la pente. La collaboration avec le fabricant Browning, qui avait commencé en 1883, s'arrête en 1901, ce qui met un terme à l'âge d'or de l'entreprise. Au cours du XXe siècle, le Winchester M12, autrement dit le fusil à pompe Winchester calibre 12, est utilisé par l'US Army. Mais ça ne fait que repousser l'inévitable. Puis en 1981, la Winchester Repeating Arms Company est rachetée par la fabrique nationale de Herstal et est renommée en US Repeating Arms Company. La marque Winchester continue de vivre quelques années à travers tout ce remue-ménage. Puis en 2006, l'usine de New Haven, berceau de Winchester, ferme ses portes après 140 ans d'activité. C'est la fin du règne Winchester tel qu'on le connaissait. Mais ces armes sont et resteront dans l'histoire, ainsi qu'un véritable trésor pour tout musée ou collectionneur. À l'heure actuelle, la marque Winchester continue de vivre, bien qu'elle n'ait plus sa splendeur d'antan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la légende Winchester commença avec le Yellow Boy, la première carabine portant le nom de Winchester.
le fameux modèle 1866 avec un calibre 44 Henry. Le 10 mai 1869, le chemin de fer transcontinental qui relie le réseau ferré de l'Est à la côte du Pacifique est enfin terminé, ce qui ouvre l'accès à l'Ouest américain et provoque une vague massive qui va durer plusieurs décennies de demandes pour les armes à feu Winchester. Puis en 1873, c'est la carabine modèle 1873 qui apparaît. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est celle que l'on a surnommée Guns That Won the West, qui a fait exploser la renommée de Winchester, bien que l'armée américaine n'en commanda aucune. Elle fut cependant pas mal utilisée lors des guerres indiennes, et en particulier par les Apaches. La division des Texas Rangers et un bon gros paquet de shérifs se sont également servis de cette arme. Elle fut également utilisée par quelques grands noms, mais on en reparlera un peu plus tard. Cette carabine fut également beaucoup exportée, et notamment en Amérique du Sud où les cargaisons étaient surtout échangées contre des tonnes de café. Ouais, c'était pas encore courant le café à cette époque. Ou encore en Chine, en Espagne ou au Maroc, ce sont près de 100 000 carabines qui seront ainsi exportées à travers le monde. Cette carabine est chambrée en 44-40 Winchester principalement, mais il existe aussi des modèles chambrés en 32-20 et 38-40 Winchester. En 1875, une version de grande qualité du modèle 1873 voit le jour. Il est appelé One of 1000, ce qui signifie l'un des 1000. Ce modèle est sans doute l'un des plus recherchés par les collectionneurs de nos jours. Il était réputé infaillible et d'une précision inégalable, et seulement 123 exemplaires ont été fabriqués sur les 1000 prévus. Apparemment, une carabine de ce modèle aurait été vendue aux enchères il y a quelques temps pour 93 000 $. Mais selon les papiers fournis avec l'arme, comme par exemple une personnalité à qui elle aurait pu appartenir, pourrait faire exploser le prix de vente entre 275 et 500 000 $. En 1875 également, le colonel William F. Cody offre un témoignage personnel. Il dit en gros que, pour la chasse, il n'y a rien de mieux que Winchester. Et là, vous devez vous dire, mais c'est qui ce gars dont il nous parle? Mais oui, vous le connaissez tous, le colonel William F. Cody, aussi connu sous le nom Buffalo Bill. En 1876, la nouvelle génération arrive, la carabine modèle 1876. On s'en serait pas douté, tiens. Appelé aussi Centennial Model, ce modèle comporte quelques petites améliorations, mais c'est surtout grâce à une personne qu'il est devenu célèbre. Cette personne n'est ni plus ni moins que Theodore Roosevelt. Oui, le 26e président des États-Unis. Il aurait écrit à propos de ce modèle « Le Winchester est par tous les aspects la meilleure arme que je n'ai jamais eue, et maintenant je l'utilise presque exclusivement ». Le modèle 1876 était généralement chambré en 45-75 Winchester. Des versions chambrées en 40-60 et 45-60 Winchester et 50-95 Express ont aussi vu le jour quelques temps après. Cette même année, le colonel Custer et ses 267 soldats éclaireurs, armés majoritairement de carabines à un coup, trouveront la mort près de la rivière Little Bighorn, face aux Indiens qui eux sont armés des carabines semi-automatiques Winchester. En 1883, après la mort d'Oliver et de William Winchester, la société Winchester conclut un Gentleman Agreement. Un accord en gros avec la société Colt, pour que Winchester reste dans le domaine des armes d'épaule et Colt dans les armes de poing, afin de ne pas se marcher dessus. Ce qui permet à la société Winchester d'acheter les droits de fabrication et de vente d'une nouvelle carabine à un coup conçue par John M. Browning. Cette même année, le colonel Cody, alias Buffalo Bill et sa troupe, commencent leur voyage à travers les États-Unis pour le Wild West Show, favorisant toujours son attachement pour le modèle 1873, ce qui fera un sacré coup de pub à l'entreprise Winchester. En 1885, le modèle. Je vous laisse trouver le nom du modèle? Ouais, le modèle 1885, bien joué! Donc le modèle 1885 est une carabine puissante et de grande précision. C'est un single shot, ce qui signifie qu'elle ne tire qu'un coup, et qu'il faut donc la recharger à chaque fois. Mais là où elle marque un point, c'est qu'elle utilise les plus grosses et puissantes munitions de l'époque. Ce modèle est encore en production de nos jours. En 1886, un nouveau modèle de carabine à levier sous garde sort. Forcément, il s'agit du modèle 1886. Il reste similaire au modèle précédent, sauf qu'il est adapté pour recevoir de plus grosses cartouches. Chambré en 45-70 Government, mais également en 45-90 Express et les fameuses cartouches buffles 50-110 Express, il sera par la suite adapté aux nouveaux calibres qui sortiront. En 1886 également, la société Winchester se lance sur le marché des fusils en produisant 5 modèles différents. Le calibre 10, le 12, le 14, le 16 et le... Eh ben non, le calibre 20. En 1887, le premier fusil à pompe Winchester voit le jour, chambré avec les calibres que je viens de citer. En 1890, un tout nouveau modèle de fusil à pompe apparaît, chambré avec une toute nouvelle cartouche, la petite 22 Winchester Rimfire. À partir de là, il n'y a plus vraiment de grandes innovations. Par contre, il y a pas mal d'adaptations par rapport au nouveau calibre, à l'arrivée du tir sportif, etc. En 1895, Winchester fabrique le 6 mm Lee Strike Spall Musket Rifle pour l'US Navy. Pas facile à dire ça. En 1912, le fusil à pompe modèle 1912 voit le jour. Il devient l'un des modèles les plus populaires et réputés du monde. En 1915, Winchester lance la production de 250 000 fusils Enfield numéro 14 à verrou pour l'armée britannique. Au cours de la même année, Winchester lance la production de 300 000 carabines modèle 1895
pour l'armée du tsar Nicolas II de Russie. En 1917, Winchester modifie le Enfield numéro 14 pour l'adapter aux cartouches 30-06 Springfield US Standard et en fabrique plus de 500 000 exemplaires. Le Enfield 1917 devient l'arme d'épaule la plus largement utilisée parmi les troupes américaines pendant la Première Guerre mondiale. En 1918, les ingénieurs en munitions de chez Winchester collaborent avec John M. Browning pour développer le légendaire calibre 50, la cartouche de mitrailleuse. Au cours de la Première Guerre mondiale, Winchester fournit plus de 870 millions de cartouches de calibres divers pour soutenir l'effort de guerre. En 1931, le fusil modèle 21 apparaît. Il propulse la réputation de Winchester dans la fabrication d'armes de haute qualité pour le tir sportif. En 1939, la guerre se profile à l'horizon. Winchester met alors en place les infrastructures et les outillages nécessaires pour honorer une commande de 65 000 fusils M1 Garand pour l'armée américaine. Au cours de la guerre, Winchester produira plus de 500 000 M1 Garand et deviendra par conséquent la seule entreprise privée à en fabriquer. En 1945, l'entreprise Winchester est à son plus fort et emploie plus de 60 000 travailleurs. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les usines Winchester livreront pas moins de 15 milliards de munitions aux troupes américaines. En 1950, dans le cadre de la promotion du film Winchester, une chasse est ouverte. Mais quelle est donc cette chasse? Eh bien, il s'agissait d'une chasse au 123 One of 1000, produit en 1875 qui pourrait encore exister. Le but était de faire un gros coup de pub car les 20 premiers qui montraient la carabine qu'ils avaient trouvée recevaient une carabine Winchester modèle 1894 flambant neuve. Grâce à ce coup de pub, c'est plus de 2 douzaines de One of 1000 perdus dans les greniers, des granges, des caves qui refont surface. En 1960, Winchester commence la production de fusils M14 pour l'armée américaine. Et finalement, les commandes s'enchaînent et Winchester produit plus de 350 000 fusils M14 sur les 1 300 000 fabriqués. A partir de là, plusieurs rééditions d'anciennes carabines et des carabines de commémoration apparaissent. Le développement des cartouches, des calibres et l'adaptation aux armes déjà en production continue.